député de Louis Hébert. Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer, je veux dire que je veux partager mon temps avec l'excellente députée de Montcalm. Quand j'ai regardé le budget, Monsieur le Président, j'ai regardé ça d'un point de vue local et régional dans un premier temps. Et le premier constat que j'ai eu, c'est qu'il n'y a rien pour la région de Québec dans ce budget-là et il n'y a rien pour mon comté de Louis-Hébert. Dans tous les secteurs d'activité du gouvernement fédéral, je n'ai rien vu dans ce budget-là pour le pont de Québec, pour régler les épisodes de poussière rouge dans Limoilou, pour le chantier des vies, pour rassurer les personnes âgées de notre ville qui continueront à recevoir la poste chez eux plutôt que de sortir en hiver. Je n'ai rien vu pour les régimes de pension dans notre société où est-ce que les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses. Dans mon comté, Monsieur le Président, j'ai une université et 2 autres institutions postsecondaires. J'ai rien vu pour l'éducation postsecondaire en termes de transfert aux provinces. Rien vu de ça. J'ai rien vu non plus pour la recherche fondamentale. On parle de recherche appliquée, de recherche industrielle, mais la recherche fondamentale, c'est le point de départ de la richesse de notre société demain. J'ai rien vu. Permettez-moi de parler un petit peu plus du pont de Québec qui est dans ma circonscription. Après avoir vu ce gouvernement dépenser plus de 400 000 $ en frais juridiques au cours des 9 dernières années, j'ai rien vu dans ce budget-là. En 2005, le premier ministre était venu faire un discours devant la Chambre de commerce de Québec et il avait promis d'enlever le pinceau aux libéraux pour faire peinturer le pont. Bien, 9 ans plus tard, 4 ministres plus tard, on cherche toujours le pinceau. Les conservateurs ont cloné l'incompétence libérale. On dirait que plus qu'un gouvernement use, plus qu'ils aiment copier les recettes libérales. Mais enfin, c'est ça. Je vous rappelle, Monsieur le Président, que lors de la dernière élection, le slogan de ce gouvernement était « Notre région au pouvoir ». Qu'ont fait les députés conservateurs de la grande région de Québec pour la région de Québec dans ce budget-là? La réponse, c'est rien. Mais revenons de façon macro au budget. On nous a annoncé un déficit de 2,9 milliards. En fait, c'est un faux déficit parce qu'il y a une provision de 3 milliards qui est inscrite. Donc, on est en train de revoir la vieille recette de Paul Martin dans le temps qu'il était ministre des Finances, c'est-à-dire on sous-estime la capacité à faire des surplus budgétaires et en fin d'année budgétaire, tada, on est des bons gestionnaires. Elle s'en vient, celle-là, Monsieur le Président. Elle s'en vient, celle-là. Le ministre de la Sécurité publique, d'ailleurs, avait déjà dit, a dit en entrevue à la télévision qu'on avait déjà un équilibre budgétaire virtuel, mais il est bien réel. J'espère que le ministre des Finances n'empruntera pas inutilement ce 3 milliards de fonds de réserve pour faire payer inutilement des intérêts aux contribuables. J'espère qu'il ne le fera pas. Le ministre de la Sécurité publique a également dit autre chose de savoureux. Un gouvernement, ça sert seulement à créer de la richesse. Je regrette, mais c'est d'abord servir les citoyens. Créer la richesse est une partie du travail quand on veut servir les citoyens. Et enfin, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce budget-là, pour arriver à l'équilibre budgétaire, eh bien, comme l'a dit ma collègue de Charlebourg, Haute-Saint-Charles, il y a des gens qui payent pour ça. Il y a beaucoup de gens qui payent pour ça. Un premier exemple, les retraités de la fonction publique. C'est assez mesquin d'aller chercher 1,5 milliard auprès de gens qui ne travaillent plus. C'est petit, ça, Monsieur le Président. C'est honteux. Il n'y a pas de mots, même antiparlementaires, assez forts pour décrire la mesquinerie de ce geste-là. Quand on est rendu à taxer les gens qui ont des revenus qui ne croîtront pas, qui n'augmenteront pas de richesse, qui vont décroître éventuellement, quand on est rendu là, quand on fait un surplus sur le dos de ces gens-là, c'est petit, Monsieur le Président. Juste dans mon comté, il y en a 679 retraités.
fédéraux. Il y en a 7 200 dans la grande région de Québec qui vont subir ça. Il y en a 34 000 au Québec et il y en a 186 000 au Canada qui vont goûter à cette recette honteuse. Qu'est-ce que c'est cette façon de traiter ceux qui ont contribué à faire de notre fonction publique fédérale un des modèles de la planète? C'est ça l'idée. On fait un contrat avec eux autres parce que, dans le fond, quand on travaille et qu'on a un plan de retraite et une pension, on a un salaire et une partie du salaire est différée sous forme de pension, c'est-à-dire qu'on va avoir cet argent-là plus tard. Et là, on se retourne de bord et on dit « Oups, désolé, le deal est plus bon. » C'est quoi cette mentalité-là? L'autre chose qui est honteuse, c'est l'attitude du gouvernement autour de la formation de la main-d'œuvre. Il l'a annoncé dans le budget de l'année passée. Ça ne s'est pas fait. Les provinces sont contre. Ils ont dépensé inutilement 2,5 millions de l'argent des contribuables pour un programme qui n'existe pas. Et là, ils annoncent qu'on va discuter de façon positive pendant 6 semaines. Sinon, au 1er avril, bang, le fédéral va aller de l'avant lui-même. D'ailleurs, le ministre des Finances avait dit, et je cite, « L'argent qui est mis dans le programme de formation de main-d'œuvre n'est pas de l'argent venant des taxes provinciales, c'est de l'argent des taxes fédérales. » Un gouvernement provincial n'a pas à dire au gouvernement fédéral comment dépenser de l'argent des taxes fédérales. Sauf qu'évidemment, c'est un champ de compétences provinciales. Hein? C'est un gouvernement qui s'est toujours targué de respecter les champs de compétences, bien là, au nom de son idéologie, rentre dedans de plein fouet. Ça, M. le Président, c'est tout à fait inacceptable. D'ailleurs, c'est pour ça que le NPD, dans sa déclaration de Sherbrooke, a toujours dit que si des situations comme ça pouvaient arriver, que chaque province aurait le droit de se retirer avec pleine compensation du programme. J'invite ce gouvernement à respecter ces principes qui se trouvent dans la déclaration de Sherbrooke. C'est important pour nous et pour tout le monde. Pour les libéraux, un budget, ça s'équilibre tout seul. Pour les conservateurs, c'est un exercice comptable où on aligne des chiffres, puis il faut que ça s'équilibre. Un exercice comptable qui est très froid, qui se fout carrément des conséquences pour les gens qui vivent dans notre société. Oh oui, c'est vrai, on va équilibrer le budget, oui. Mais il y a des gens qui vont payer pour ça. On ne le fait pas de la bonne façon. Un budget, ça devrait être, Monsieur le Président, pour Monsieur, Madame, tout le monde. Ça devrait aider les citoyens. Ça devrait aider nos entreprises à croître. Ça devrait aider à créer de l'emploi. Ça devrait aider nos jeunes à étudier, à aller réaliser leur plein potentiel. Ça devrait accompagner nos personnes âgées. Ça devrait aider nos agriculteurs. Est-ce qu'on a vu quelque chose du genre dans ce budget-là? Pas du tout. Pas du tout. Un simple exercice comptable froid, sans regarder les conséquences, sans regarder qui paye pour ça, sans regarder où est-ce qu'on va avec ça. Le plus bel exemple de ces coupures aveugles, la secrétaire parlementaire tout à l'heure faisait de l'histoire, on va en faire un petit peu nous autres aussi. Lors des coupures dans les différents ministères, on a coupé dans l'inspection alimentaire 300 postes. On a eu droit avec ça au plus grand rappel alimentaire de l'histoire du Canada. Aujourd'hui, c'est devenu une annonce pour corriger le problème. Imaginez-vous, on coupe n'importe où, n'importe comment, de n'importe quelle façon, sans regarder aux conséquences. Puis après ça, on transforme ça en annonce budgétaire. Inacceptable, Monsieur le Président. Un budget, merci, un budget, ça doit offrir de l'espoir aux Canadiens. On devrait être capable de vivre en santé. On devrait être capable d'instruire nos jeunes. On devrait être capable de penser à l'avenir, d'investir dans la recherche pour que plus tard, on puisse innover et que nos entreprises puissent prospérer. Un gouvernement, Monsieur le Président, ce n'est pas une compagnie à action dont le résultat doit être vu à la fin de l'année fiscale.
Un gouvernement, c'est d'offrir une perspective de développement durable pour notre société dans tous ses aspects. C'est un gouvernement qui va avoir une stratégie d'emploi, pas juste un exercice pour combler des emplois vacants. C'est pour ça, Monsieur le Président, que je déplore que ce gouvernement ait choisi la confrontation. Je déplore que ce gouvernement ait fait un budget qui prépare les prochaines élections. Et je déplore, au nom des citoyens de Louis Hébert, que ce joyau qu'est le pont de Québec ne soit pas au rendez-vous dans ce budget. Merci, Monsieur le Président. Question et commentaire. The Honorable Mrs. Scott. Merci, Monsieur le Président. Donc, je remercie mon collègue pour son excellent discours si enflammé. J'ai un mot qui m'a rentré dans la tête. Le budget est une fixation pour un exercice comptable froid. Équilibrer le budget, c'est une fixation pour les amis d'en face. Mais qu'est-ce que nous, on propose au NPD? C'est rendre la vie la plus abordable aux consommateurs, aux clients, aux citoyens. Donc, j'aimerais ça que mon collègue m'explique comment on va rendre la vie plus abordable, nous, en 2015. L'honorable député de Louis Hébert. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour son excellente question. En fait, c'est au cœur du discours que j'ai fait. C'est-à-dire que quand on fait... Le budget est un des actes importants de ce que nous faisons ici, en plus d'adopter les lois. Le budget doit être un outil qui est au service du développement des gens. Ce qui veut dire, entre autres, pour la vie abordable, parce qu'il a parlé de cette question-là. Et évidemment, on parle des taux d'intérêt. On ne veut pas que les taux d'intérêt soient usuraires. On sait que les Canadiens sont trop endettés et il faut les soutenir dans leur capacité à rembourser leurs propres dettes. C'est important. On parle de la dette du gouvernement, mais comme par hasard, on oublie la dette des citoyens. On a une panoplie de mesures au sein du NPD qui proposent... je voudrais juste penser, par exemple, aux frais pour juste recevoir sa facture papier pour les personnes âgées, par exemple, ou les frais au guichet automatique. C'est toutes des mesures simples qui ne coûtent pas vraiment cher et qui permettent aux gens d'en avoir pour leur argent. Questions and comments? Questions et observations. Le député de Winnipeg-Nord. Monsieur le Président, j'aimerais revenir sur l'un des aspects du budget qui, malheureusement, prouve que le gouvernement n'essaie pas d'intervenir, et c'est la question de la citoyenneté. La citoyenneté est de plus en plus difficile à obtenir et elle devient de plus en plus coûteuse également. C'est plus cher pour obtenir la citoyenneté. Il y a 1,5 million de résidents permanents au Canada et éventuellement, nous voulons les encourager à devenir des citoyens canadiens. Par conséquent, cela va coûter beaucoup plus cher au gouvernement, peut-être 300 ou 400 $. Et il faudra aussi qu'ils passent des examens médicaux. Et de plus, il y a l'âge qui a changé. C'est passé de 54 ans à 60 ans. Donc, il semble que le gouvernement ait raté le coche. Il y a eu une très grande hausse de l'arriéré. Maintenant, ça prend 3 ans à peu près, de 2 à 3 ans, pour obtenir la citoyenneté après avoir été admissible à devenir citoyen canadien. Alors, il faudrait que le gouvernement investisse davantage pour accélérer le processus, de sorte que lorsqu'une personne est admissible à la citoyenneté, elle n'ait pas à attendre 2, 3 ans et peut-être même plus longtemps pour pouvoir recevoir effectivement la citoyenneté canadienne. Alors, je me demandais ce que mon collègue en pensait. Député de Louis Hébert. Merci, Monsieur le Président. Je remercie également mon collègue pour cette question qui place les enjeux sur un aspect important qui est à dire la façon de gérer l'administration publique. L'importance qu'a l'administration publique au sein de la prestation de services. C'est une des choses que ce gouvernement-là a beaucoup coupé dans les dernières années. On dirait que ce gouvernement-là a une telle fixation de la coupure puis de rendre l'État plus mince, plus agile, etc., qu'il en oublie la finalité de la prestation de services.
Et dans le cas de l'immigration, Monsieur le Président, ce qui est important de souligner, c'est que ce sont des gens qui vivent d'espoir, qui veulent contribuer positivement à notre société. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on leur met des bâtons dans les roues, pas par méchanceté, parce qu'on ne sait pas comment l'administrer. En fait, c'est une question vraiment d'incompétence dans la gestion des dossiers, tout simplement. Si on avait les priorités à bonne place, on serait capable rapidement d'aider ces gens-là à contribuer beaucoup plus rapidement à notre société.